5 rencontres avec des animaux se sont achevées de la pire manière. Dans un cas, un homme a franchi une barrière pour entrer dans une rivière infestée de crocodiles. Dans un autre, un employé a accepté le défi insensé de s'approcher d'un bison. Mais la première tragédie commence par le désir d'un randonneur d'obtenir la photographie parfaite. Une ambition qui allait le pousser à prendre une décision qu'aucune expérience ne pouvait justifier. Nous sommes le 11 juillet 2017. Le soleil du matin filtre entre les pins tordus qui bordent le sentier menant au tunnel Ptarmigan dans le parc national de Glacier. De longues ombres s'étirent sur le chemin où Mason Whitaker s'apprête à faire ses derniers pas. Mason a 42 ans. Il vit à Spokane, dans l'État de Washington, et travaille comme technicien régional dans le domaine de la ventilation. Son métier exige une attention méticuleuse aux détails, mais très peu d'imagination. Le week-end, il lui arrive de partir marcher dans la chaîne des Cascades. Il possède donc une certaine expérience de la randonnée, sans avoir jamais pénétré très loin dans une véritable région sauvage. Ce voyage avec sa fille de 15 ans, Chloé, devait rester un souvenir particulier. Une dernière grande aventure avant que les années de lycée ne prennent toute la place dans la vie de l'adolescente. Mason lui avait promis des paysages sauvages et des animaux. Surtout, il voulait lui offrir des images assez impressionnantes pour rendre ses amis jaloux lorsqu'elle les publierait. Ils sont partis tôt depuis le point de départ du sentier d'Iceberg Lake. En chemin, Mason a choisi de bifurquer vers l'accès moins fréquenté du tunnel Ptarmigan, jugeant que l'itinéraire principal était trop encombré. Son objectif semblait simple, photographier un ours tout en restant à une distance raisonnable. Une bonde de répulsif anti-ours était bien fixée à sa ceinture. Pourtant, la sécurité était encore enclenchée. Mason n'avait jamais pris l'habitude de s'entraîner à retirer rapidement la sécurité. Dans le parc national de Glacier, un grizzly peut peser jusqu'à environ 360 kg. Les muscles de ses épaules sont assez puissants pour retourner des rochers de plus de 100 kg lorsqu'il cherche de la nourriture. Les femelles, accompagnées de leurs petits, sont particulièrement agressives. Elles sont responsables de la majorité des attaques mortelles recensées dans le nord des montagnes rocheuses. Toutes ces informations figuraient sur les brochures disponibles dans chaque poste de garde du parc. Mais au moment de son arrivée, Mason les avait écartées sans vraiment les lire. Vers 9h30, 3 groupes distincts de randonneurs redescendent le sentier et croisent Mason et Chloé. Tous donnent le même avertissement. Des excréments frais de grizzly se trouvent plus loin sur le chemin. Dans l'air encore frais du matin, ils dégagent même de la vapeur. Un couple âgé se montre plus précis. Les 2 randonneurs expliquent avoir rebroussé chemin après avoir aperçu ce qui ressemblait à des traces d'oursons quittant le sentier pour disparaître dans une végétation très dense. C'est à cet instant que Mason prend sa décision. Au lieu de faire demi-tour, il choisit de suivre les empreintes hors du chemin balisé. Chloé tente de protester sans grande conviction. Son père est déjà en train de se frayer un passage au milieu des sorbiers et des buissons d'amélanchiers. À chaque pas, la végétation devient plus épaisse. Les branches se referment autour d'eux, jusqu'à réduire la visibilité à moins de 14 mètres dans toutes les directions. Derrière eux, le sentier a disparu. Mason avance rapidement, absorbé par les traces qui apparaissent puis s'effacent sur le sol. Ils finissent par déboucher sur une étroite piste empruntée par les animaux. Celle-ci contourne brusquement un immense sapin de Douglas. Mason passe le virage en premier. À cet instant, il ne reste déjà plus de temps pour réagir. Selon le récit que Chloé fera ensuite aux gardes du parc, une énorme femelle grizzly se tient de profil à environ 11 mètres devant eux. Ces 2 oursons sont visibles un peu plus loin, au milieu d'un massif de myrtillers. La tête de la femelle pivote brutalement vers les intrus. Ses oreilles s'aplatissent contre son crâne. Elle souffle avec force, puis fait claquer ses mâchoires tandis que ses lèvres se retroussent. Elle bondit. Ce qui aurait pu n'être qu'une charge d'intimidation devient une attaque réelle. En moins de 2 secondes, le grizzly franchit toute la distance. Mason a seulement le temps de lever un bras avant que plus de 180 kg de muscles et de fureur ne le frappent avec la violence d'un véhicule lancé à pleine vitesse. Le choc le soulève
et le projette en arrière sur la terre compacte. Sa tête heurte un rocher qui dépasse du sol. Chloé décrira plus tard le bruit comme celui d'une pastèque qui éclate. La femelle se redresse légèrement, puis abat sa patte droite en un seul coup dévastateur. Ses griffes, longues d'environ 10 cm, labourent le visage et le crâne de Mason. La puissance de la frappe, ajoutée au choc contre la pierre, provoque des fractures catastrophiques. Le mouvement brutal de sa tête tord également son cou. La colonne cervicale subit une lésion mortelle. Du sang éclabousse la terre et les plantes basses. Le corps de Mason devient immédiatement inerte. Pourtant, l'ours n'en a pas terminé. Elle se jette sur lui et referme ses mâchoires autour de son épaule et du haut de sa poitrine. Ses dents, capables de déchirer une peau épaisse et des muscles résistants, percent profondément la clavicule et les tissus situés en dessous. La femelle le secoue et le mutile pendant quelques instants. Puis elle lâche prise et se retourne vers ses petits. L'ensemble de l'attaque a duré moins de 10 secondes. Chloé se trouve à environ 4,50 m derrière son père. Paralysée par la terreur, elle finit par pousser un cri avant de s'enfuir. Elle retraverse les buissons en direction du sentier principal, heurtant les branches sur son passage. Sous la couverture des arbres, elle lutte pour obtenir du réseau. À 9h52, elle réussit finalement à appeler les secours. Entre deux sanglots, à bout de souffle, elle tente de donner leur position approximative. 3 minutes plus tard, un autre randonneur la rejoint. Il reprend la communication et fournit au service d'urgence des coordonnées plus précises grâce à son appareil de localisation par satellite. Les gardes du parc se mobilisent aussitôt. Toutefois, depuis le point d'accès le plus proche, ils doivent poursuivre à pied et en véhicule tout-terrain. Ils atteignent les lieux vers 10h30. Après avoir sécurisé la zone et vérifié l'absence de signes vitaux, ils déclarent officiellement la mort de Mason à 10h47. Le premier rapport du médecin légiste fait état d'un traumatisme crânien massif accompagné de fractures du crâne, d'une lésion mortelle de la colonne cervicale et de profondes perforations à l'épaule droite ainsi que dans la cavité thoracique. Les blessures correspondent à la dentition d'un grand prédateur. L'accès au tunnel Ptarmigan reste fermé pendant 48 heures, le temps que les gardes surveillent le secteur. La femelle et ses 2 petits ne sont ni pourchassés ni abattus. Les responsables concluent qu'elle a réagi pour défendre sa progéniture. Dans les mois qui suivent, Chloé peine à surmonter ce qu'elle a vu. Elle bénéficie d'un suivi psychologique proposé par son établissement scolaire et par des programmes locaux d'aide aux survivants. Le sentier du Montana se referme alors sur le souvenir d'une photographie que Mason ne prendra jamais. Le 17 avril 2016, en Australie, la rivière East Alligator est brune et gonflée par 3 jours de pluie de mousson. L'humidité recouvre les lieux comme une couverture trempée. Au bord de Cahill's Crossing, Liam Hardwick observe l'eau trouble. Ses bottes sont couvertes de boue rouge. Dans quelques instants, il va tenter de rincer ses jambes dans une rivière où vivent des prédateurs aussi anciens que redoutables. Liam a 34 ans. Mécanicien spécialisé dans les moteurs diesel, il habite Darwin. Dans son atelier, ses collègues le connaissent pour 2 raisons. Il est capable d'identifier une panne de moteur rien qu'en écoutant le bruit qu'il produit. Mais il refuse aussi obstinément de respecter certaines règles de sécurité. Les autres employés ont accumulé les anecdotes à son sujet. Ils l'ont vu travailler sous des appareils de levage qui n'étaient pas correctement sécurisés, contourner les procédures de verrouillage et balayer les avertissements des fabricants en affirmant qu'il ne s'agissait que d'un excès de prudence imposé par les entreprises. Ce matin-là, Liam est parti seul pour Kakadu. Les pluies de la saison humide viennent enfin de cesser et il veut voir les eaux en crue avant qu'elles ne redescendent. Son ancienne compagne expliquera plus tard aux enquêteurs qu'il a toujours considéré les panneaux d'avertissement comme des conseils destinés aux autres. Il a déjà reçu 2 amendes pour être entré dans des zones interdites de parcs nationaux. Sur les réseaux sociaux, il a même publié des photographies où il pose du mauvais côté de barrières de sécurité avec des légendes tournant les avertissements en ridicule. Cette sortie devait pourtant être rapide. Liam voulait prendre quelques clichés du passage inondé, peut-être avancer dans les eaux peu profondes pour se rafraîchir, puis rentrer à Darwin avant la nuit. À l'approche de la traversée, plusieurs panneaux sont parfaitement visibles.
En grandes lettres rouges, ils annoncent la présence de crocodiles. D'autres messages précisent le danger et interdisent formellement d'entrer dans l'eau. Une barrière métallique arrivant à hauteur de la taille a même été installée afin d'empêcher les visiteurs de s'approcher de la berge. Liam l'enjambe sans hésiter. Il remarque les regards des touristes, mais n'y prête aucune attention. Une famille installée sur la plateforme d'observation surélevée le voit passer de l'autre côté. Le père lui crie de revenir. Liam répond par un geste agacé de la main et continue vers l'eau. Les crocodiles marins sont les plus grands reptiles encore vivants. Les mâles dépassent régulièrement 4,90 m et peuvent peser plus de 450 kg. La pression exercée par leurs mâchoires atteint environ 26 mégapascales, ce qui correspond à la morsure la plus puissante jamais mesurée chez un animal. Ce sont des prédateurs d'embuscade. Ils exploitent leur territoire et la moindre occasion qui se présente. Plusieurs personnes ayant pénétré dans leur habitat ont déjà été victimes d'attaques mortelles. Liam rejoint la rive boueuse, à l'endroit où la route s'enfonce dans la rivière. L'eau est si trouble qu'il est impossible de voir ce qui se trouve sous la surface. Elle semble presque calme, malgré la force du courant qui circule en dessous. Liam se penche et commence à nettoyer la boue sur ses bottes et le bas de ses jambes. Il tourne le dos à la rivière. Il se tient dans une faible profondeur, mais l'eau imprègne déjà son jean. Le crocodile arrive depuis une zone plus profonde, presque sans avertissement. Il s'agit d'un mâle d'environ 4,60 m. Territorial et agressif pendant la saison humide, il est resté immobile dans le courant durant plusieurs minutes. Les reflets de la surface et les débris flottants le rendaient pratiquement invisible. Soudain, l'animal accélère. Son mouvement est si rapide qu'il soulève à peine une ondulation. Les témoins voient le premier choc projeter Liam de côté. Les énormes mâchoires se referment sur le haut de sa cuisse. Sous la pression, le fémur cède. Les dents déchirent le tissu du pantalon et les muscles, tandis que Liam perd l'équilibre. Son cri s'interrompt presque aussitôt. Emporté par l'élan du crocodile, il est arraché à ses appuis. Le haut de son corps frappe une fois la surface. Ses bras s'agitent, puis le reptile entame une rotation puissante pour le déséquilibrer et le maîtriser. Le mouvement est à la fois violent et contrôlé. Tout le corps du crocodile tourne en exerçant une force écrasante. La partie inférieure du corps de Liam disparaît dans l'eau brune qui se met à bouillonner. Du sang remonte immédiatement et s'étale rapidement dans le courant. Le crocodile effectue une nouvelle rotation et entraîne complètement sa victime sous la surface. Sur la plateforme d'observation, les témoins se mettent à hurler. Le torse de Liam réapparaît brièvement. Le bas de son corps n'est déjà plus visible. Puis la force combinée du courant et de l'animal l'emporte de nouveau sous l'eau. Quelques secondes plus tard, il a entièrement disparu. Le crocodile plonge avec sa proie. Il ne reste plus qu'une surface agitée et une nappe de sang qui continue de s'élargir. Entre la première morsure et la disparition finale, moins de 30 secondes se sont écoulées. Les témoins alertent immédiatement le personnel du parc par radio. 22 minutes plus tard, les gardes arrivent avec des bateaux de recherche et des armes. Ils retrouvent le torse de Liam 6 heures après l'attaque. Il est retenu dans des racines d'arbres immergées le long de la rive orientale. La partie inférieure de son corps ne sera jamais découverte. D'après sa taille, l'endroit où il se trouvait et le moment de l'attaque, les gardes pensent avoir identifié le crocodile impliqué. Ils décident toutefois de ne pas l'abattre. Leur rapport souligne que l'animal est resté sur son territoire et n'a attaqué qu'après qu'une proie est entrée dans l'eau. Le médecin légiste conclut que la mort a été pratiquement instantanée, en raison de blessures traumatiques massives et d'une perte de sang extrêmement rapide. L'artère fémorale a été sectionnée dès la première morsure, provoquant une hémorragie mortelle en quelques secondes. Le rapport officiel rappelle également que plusieurs panneaux d'avertissement étaient présents et que la victime avait volontairement franchi une barrière de sécurité. La famille de Liam organise une cérémonie privée à Darwin. Après le drame, les autorités réexaminent l'ensemble des procédures de protection des visiteurs à Cahill's Crossing. Une nouvelle barrière métallique d'environ 1,50 m est installée et prolongée le long de la rive.
Les patrouilles de garde sont renforcées durant la saison humide. Les panneaux sont remplacés par des avertissements plus explicites, rédigés en plusieurs langues et accompagnés d'illustrations montrant le danger représenté par les crocodiles. Les responsables distribuent également des brochures insistant sur la nécessité de respecter les barrières. Le message est relayé sur les réseaux sociaux et rappelé aux visiteurs aux différents points d'entrée. Mais à des milliers de kilomètres de cette rivière australienne, le long du canal de Kazinga, en Ouganda, une autre imprudence est sur le point de coûter une vie. Cette fois, le danger n'a ni croc de prédateur, ni griffes. Il pèse près de 3 tonnes et broute dans les hautes herbes au crépuscule. Le 23 juin 2017, le soleil descend lentement au-dessus du parc national Queen Elizabeth en Ouganda. Une lumière orangée recouvre le canal de Kazinga. Julien Declercq tient son appareil photographique dirigé vers un troupeau d'éléphants visible sur l'autre rive. Il ignore totalement qu'un animal de près de 3 tonnes se nourrit dans les hautes herbes, juste derrière lui. Julien a 39 ans. Il vit à Bruxelles et travaille comme consultant en logistique, spécialisé dans l'optimisation des chaînes d'approvisionnement pour des entreprises pharmaceutiques. Son épouse, Sophie, a organisé ce safari pour leur 10e anniversaire de mariage. C'est leur premier voyage en Afrique, 3 semaines à parcourir le Kenya et l'Ouganda. Après les faits, plusieurs amis expliqueront aux enquêteurs que Julien avait l'habitude de s'éloigner pendant les excursions en groupe. Il affirmait toujours qu'il obtiendrait de meilleures photographies loin des autres touristes. Il l'a déjà fait dans la réserve du Masai Mara, puis au lac Nakuru. Et maintenant, il recommence au bord du canal de Kazinga. Le programme de l'après-midi prévoit d'abord une promenade en bateau au coucher du soleil, puis un court safari à pied le long de la rive sud. Durant la partie en bateau, Julien se montre impatient. Il se plaint notamment que le gilet de sauvetage obligatoire gâche ses photographies. Lorsque le groupe débarque pour continuer à pied, il quitte presque immédiatement le chemin désigné par le garde. Sophie le suit à contre-cœur. À 2 reprises, elle lui demande de se rapprocher des autres. Le garde ougandais qui accompagne les touristes s'appelle Samuel Kato. Il possède 12 années d'expérience. Avant même le débarquement, il a répété 3 fois les mêmes consignes. Rester groupé, ne pas quitter le passage dégagé et ne jamais s'approcher des hautes herbes, car les hippopotames viennent y brouter au coucher du soleil. Pour les touristes européens, il a donné ses avertissements en anglais, puis en français. Le règlement du parc impose aux safaris à pied de suivre les itinéraires balisés. Cette règle existe précisément parce qu'au crépuscule, les déplacements des hippopotames sont imprévisibles. Dans la végétation, il est souvent impossible de les apercevoir avant qu'il ne soit trop tard. Samuel remarque Julien et Sophie qui s'éloignent. Il les appelle. Julien lève simplement une main pour montrer qu'il a entendu, mais ne s'arrête pas. Les hippopotames tuent davantage de personnes en Afrique que n'importe quel autre grand animal. On leur attribue environ 500 morts chaque année. Leurs mâchoires gigantesques peuvent s'ouvrir presque à 180 degrés. Elles dévoilent des canines atteignant jusqu'à environ 51 cm, assez puissantes pour couper un crocodile en 2. Surtout, ces animaux sont extrêmement territoriaux. Ils deviennent particulièrement agressifs au crépuscule lorsqu'ils quittent l'eau pour aller brouter. Le danger augmente encore lorsqu'un être humain se place involontairement entre eux et leur voie de repli vers la rivière. Le long de la rive, les herbes sèches et dorées atteignent près d'1,80 m. Au-delà de 3 mètres, la visibilité est presque nulle. Julien choisit l'emplacement de sa photographie. Il s'agenouille quelques instants pour trouver le bon angle. Derrière lui, Sophie observe nerveusement les hautes herbes qui se dressent sur leur droite. Elle racontera ensuite avoir entendu quelque chose, peut-être un froissement, peut-être une respiration lourde. Julien, lui, reste concentré sur le viseur de son appareil. Le reste du groupe se trouve à environ 37 mètres. Les touristes sont encore visibles, mais trop éloignés pour qu'une conversation normale soit possible. L'hippopotame surgit avec une vitesse stupéfiante. Il n'y a aucun rugissement, aucun véritable cri d'avertissement. Seulement le fracas soudain des plantes écrasées, puis l'apparition brutale d'une immense masse grise. C'est un mâle adulte pesant probablement près d'1,6 tonnes.
Ils broutaient à moins de 3 mètres de l'endroit où Julien s'était agenouillé. Les hippopotames voient mal, mais leur ouïe est excellente. Les mouvements et la voix de Julien ont vraisemblablement été perçus comme une provocation territoriale ou comme une menace bloquant le chemin de retour vers l'eau. Julien a tout juste le temps de se retourner. L'animal est déjà sur lui. Ses mâchoires s'ouvrent en grand et se referment sur le bassin ainsi que sur le bas de l'abdomen. La morsure brise immédiatement les os des hanches. Les canines traversent le bassin et pénètrent dans la cavité abdominale. La partie inférieure du torse subit une rupture catastrophique, exposant les organes internes. L'hippopotame relève et secoue sa tête massive. Il tord le corps de Julien, déchire les tissus et arrache les muscles. Le sang jaillit de la plaie béante et imprègne rapidement son pantalon ainsi que sa chemise de couleur kaki. Puis l'animal le laisse tomber. Julien s'effondre dans les herbes. Le bas de son corps est détruit. Une mare de sang s'étend rapidement sur la végétation sèche. Il ne prononce plus aucun son. Après avoir neutralisé ce qu'il considérait comme une menace, l'hippopotame se retourne. Il retraverse les herbes en les écrasant et repart vers l'eau. L'attaque entière a duré moins de 15 secondes. Au moment de la charge, Sophie est tombée en arrière et a lourdement heurté le sol. Elle hurle. Son cri porte à travers les 37 mètres de terrain découvert et parvient clairement jusqu'aux autres touristes. Samuel et 2 autres gardes atteignent Sophie en moins de 30 secondes. Ils la trouvent toujours au sol, incapable de détourner le regard du corps de son mari. Les gardes estiment qu'il est trop dangereux de s'approcher immédiatement et que les blessures ne laissent aucune possibilité de survie. Leur priorité est d'éloigner Sophie et d'empêcher une seconde attaque. Le personnel médical du parc arrive 12 minutes plus tard. La mort de Julien est confirmée sur place. Elle résulte de blessures traumatiques massives et d'une hémorragie catastrophique. Le rapport du médecin légiste transmis aux autorités ougandaises mentionne un écrasement extrême du bassin et de l'abdomen, accompagné d'une destruction complète des organes internes. Ces lésions ont entraîné un état de choc immédiat et une perte de sang fulgurante. 2 jours plus tard, les autorités organisent discrètement le rapatriement de la dépouille de Julien. Sophie rentre à Bruxelles dans un état de traumatisme psychologique sévère. Elle devra recevoir des soins psychiatriques pendant une longue période. Julien s'était obstinément aventuré trop près de la zone où broutait l'un des animaux les plus meurtriers d'Afrique. Mais en Alaska, un autre homme allait commettre une erreur encore plus volontaire. Crier et lancer des pierres sur un ours brun de plus de 360 kg, occupé à pêcher des saumons. Le 27 août 2015, la lumière de l'après-midi descend sur les terres intérieures de l'île Kodiak, en Alaska. La remontée des saumons atteint son point culminant. L'odeur des poissons venus frayer sature l'air et attire vers les cours d'eau aussi bien les hommes que les prédateurs. Travis Erickson a 51 ans. Employé saisonnier sur les quais, il a passé 7 étés à Kodiak. Pendant les mois les plus chargés, il travaille au chargement des bateaux de pêche et effectue des services dans une conserverie. Ses collègues le décrivent comme un employé compétent. Mais Travis aime affirmer que son bon sens vaut mieux que n'importe quel règlement. Il a pêché des dizaines de fois dans les rivières de l'île Kodiak, souvent seul. Il a déjà rencontré des ours et, jusqu'à présent, chaque face-à-face s'est achevé sans incident. Avec le temps, cette série d'expériences heureuses s'est transformée en une confiance dangereuse. Ce matin-là, Travis a pris la route avec un ami prénommé Ethan, lui aussi travailleur saisonnier, mais beaucoup moins expérimenté sur l'île. Les 2 hommes ont marché sur près de 3 km 200 depuis la route forestière la plus proche. Ils ont progressé à travers les broussailles humides et traversé plusieurs bras d'eau peu profonds. Travis emporte une canne à mouche déjà bien usée. À sa ceinture se trouve aussi une bombe de répulsif anti-ours, rangée dans un étui et théoriquement accessible en quelques secondes. Il l'a acheté 3 saisons plus tôt et ne l'a jamais utilisé une seule fois. Les ours de Kodiak forment la plus grande sous-espèce d'ours brun au monde. Les mâles adultes dépassent régulièrement 450 kg. Dressés sur leurs pattes arrière, ils peuvent atteindre plus de 2,70 m. Leurs griffes, adaptées pour creuser et saisir les saumons, mesurent parfois 10 cm.
Sur une courte distance, ces ours peuvent courir à plus de 48 km/h. Aucun être humain ne peut réagir assez vite pour les distancer. Pendant la remontée des saumons, leur organisme réclame jusqu'à environ 41 kg de poissons par jour. Les meilleurs lieux de pêche deviennent alors des territoires qu'ils défendent avec intensité. Vers 14h30, Travis et Ethan contournent un virage et aperçoivent un énorme mâle dans les eaux peu profondes, à environ 55 mètres en amont. L'ours est entièrement concentré sur la rivière. Avec une efficacité acquise par l'expérience, il plaque les saumons contre les pierres. Ethan propose de reculer silencieusement et de chercher un autre secteur. Travis refuse. Il prévoit de pêcher précisément à cet endroit depuis toute la semaine. Il est convaincu qu'en faisant suffisamment de bruit et en se montrant agressif, il pourra chasser l'ours. Il commence à crier et à agiter les bras. Puis il se penche pour ramasser des pierres dans le lit de la rivière. Le premier projectile tombe dans l'eau près de l'animal. Le deuxième le frappe à l'épaule. L'ours relève la tête. L'eau ruisselle de son museau. Ses oreilles s'aplatissent tandis qu'un souffle grave sort de sa gorge. Son regard se fixe sur Travis. Ethan comprend immédiatement que l'attitude de l'animal vient de changer. Il commence à reculer et supplie son ami d'en faire autant. Travis lance une troisième pierre. L'ours démarre comme s'il avait explosé. Il charge droit devant lui avec une détermination terrifiante. En quelques secondes, il avale près de 37 mètres. Travis mesure enfin le danger. Il tente de faire un pas en arrière et porte la main vers la bombe toujours attachée à sa ceinture. Ses doigts s'embrouillent autour de l'étui. Au même moment, sa botte se pose sur une pierre immergée et couverte d'algues. Son pied glisse. Ses jambes se dérobent sous lui. L'ours le percute à pleine vitesse et écrase son torse contre les rochers du cours d'eau. Sous le choc, la tête de Travis part brutalement en arrière. Son cou dépasse largement l'angle que la colonne vertébrale humaine peut supporter. Les vertèbres sont comprimées et les ligaments se déchirent. Un bruit humide et étranglé sort de sa gorge. L'ours ne ralentit pas. Il se redresse légèrement, puis abat sa patte droite sur la tête de Travis. Même au-dessus du grondement de l'eau, Ethan entend le craquement provoqué par le coup. Les griffes traversent le cuir chevelu et mettent l'os à nu. Le corps de Travis se contracte une fois. Ce n'est pas un mouvement conscient, mais une réaction réflexe. L'ours attaque de nouveau. Cette fois, il referme ses mâchoires sur le sommet du crâne de Travis et le secoue avec le même geste qu'il utilise pour tuer les saumons. Sous la pression, le crâne se fracture. Des fragments d'os sont enfoncés vers l'intérieur. Le sang se déverse dans le lit de la rivière et se mélange à l'eau claire, formant des nuages rouges qui s'élargissent autour du corps. Un troisième coup suit. Une nouvelle frappe de patte traverse le visage. Puis l'ours recule. Pendant environ 5 secondes, il reste debout au-dessus du corps immobile, respirant lourdement. Ensuite, il retourne vers les saumons et cesse totalement de s'intéresser à Travis. Ce comportement montre que l'attaque était territoriale et non prédatrice. Tout s'est déroulé en moins de 15 secondes. Ethan cède à la panique et s'enfuit. Il court au milieu des buissons, trébuche et tombe à 2 reprises. Il atteint finalement une petite hauteur où son téléphone capte un signal très faible. Il appelle les services d'urgence. Les policiers de l'État d'Alaska arrivent en bateau avec un agent local chargé de la faune sauvage. Ils découvrent Travis allongé face contre l'eau, dans une profondeur d'environ 15 cm. Les blessures à la tête et au cou sont immédiatement visibles. La bombe de répulsif est toujours fixée à sa ceinture. Elle n'a pas été utilisée et n'est même pas endommagée. Le médecin légiste attribue la mort à un traumatisme crânien massif, accompagné d'une luxation secondaire de la colonne cervicale. Des fractures touchent les os frontales, pariétaux et occipitales, avec de graves lésions du tissu cérébral. L'heure du décès est estimée entre 14h35 et 14h40. Les autorités chargées de la faune sauvage en Alaska examinent les circonstances de l'incident. Elles concluent que l'ours a réagi à ce qu'il percevait comme une menace, d'une manière correspondant au comportement territorial normal de l'espèce pendant la saison des saumons. Des biologistes parcourent le cours d'eau, relèvent les empreintes et examinent les excréments.
Leur enquête confirme que la réaction de l'animal était défensive. Aucune autorisation de capture ou d'abattage n'est délivrée. Le lendemain, le corps de Travis est transporté par avion jusqu'à Anchorage. Le dossier est ensuite refermé. Une démonstration de bravade face à un prédateur dominant venait de se terminer par une mort brutale. Au même moment, dans le parc national de Yellowstone, un jeune employé d'entrepôt s'apprêtait à relever un défi lancé entre amis. Vérifier jusqu'à quelle distance il pouvait s'approcher d'un bison en train de brouter. Le 23 juin 2018 est un samedi ensoleillé dans la vallée de Lamar, au cœur du parc national de Yellowstone. Le soleil du Wyoming frappe les prairies où paissent plusieurs troupeaux de bisons d'Amérique. Pourtant, dans quelques heures, le calme trompeur de la vallée va être brisé par une tragédie évitable, semblable à celle contre lesquelles les gardes du parc mettent les visiteurs en garde depuis des décennies. Dylan Mercer a 27 ans. Il vit à Idaho Falls et travaille comme conducteur de chariot élévateur dans un entrepôt de distribution. 5 jours par semaine, il manipule de lourdes machines pendant des services de 10 heures. Pour ses collègues, Dylan est l'homme prêt à accepter n'importe quel pari, aussi stupide soit-il. Il a déjà sauté depuis un quai de chargement dans des amas de neige. Il a participé à des courses de chariot élévateur après les heures de travail. Un jour, il a même touché un tuyau d'échappement brûlant simplement parce que quelqu'un lui avait affirmé qu'il n'oserait pas le faire. Ce séjour à Yellowstone devait lui permettre de rompre avec la routine et de se détendre avec 3 amis du lycée qui vivent encore dans la région. Le groupe est arrivé tôt dans la matinée par l'entrée nord du parc. Dans leur véhicule, les amis ont emporté une glacière remplie de bière. Ils n'ont qu'un projet imprécis, parcourir les routes et observer les animaux. Ils ont déjà croisé plusieurs bisons près de la chaussée et se sont arrêtés à plusieurs reprises pour les photographier. À midi, ils se garent sur une aire proche de la vallée de Lamar. Dans une prairie, un grand bison mâle broute seul, à environ 73 mètres de la passerelle en bois où se sont rassemblés d'autres visiteurs. Le bison d'Amérique est le plus grand mammifère terrestre d'Amérique du Nord. Un mâle peut peser jusqu'à environ 900 kg et mesurer près d'1,80 m au niveau des épaules. Malgré son apparence souvent placide, cet animal provoque davantage de blessures à Yellowstone que n'importe quelle autre espèce, y compris les ours. Son crâne est renforcé par une épaisseur osseuse supplémentaire qui lui permet de résister au choc des combats entre mâles pendant la période de reproduction. Ses cornes peuvent encorner une personne avec une précision mortelle. Le règlement du parc exige explicitement que les visiteurs restent en permanence à au moins 23 mètres des bisons. L'un des amis de Dylan observe le mâle solitaire à travers le téléobjectif de son appareil et remarque qu'il a l'air calme. Un autre propose de s'approcher pour obtenir une meilleure image. Quelqu'un rappelle la règle des 23 mètres. Dylan balaie l'avertissement. Il affirme s'être déjà trouvé plus près de bisons sans que rien ne se produise. Pourtant, l'animal a cessé de brouter. Il se tient maintenant immobile, le corps raide et la tête légèrement abaissée. Dylan commence à traverser la prairie. Sur la passerelle, plusieurs visiteurs comprennent aussitôt le danger et lui crient de revenir. Un garde du parc vient justement d'arriver en véhicule à l'autre extrémité du stationnement. En voyant la scène, il se dirige rapidement vers la prairie tout en demandant du renfort par radio. Les amis de Dylan l'appellent également. Il se contente de rire et de leur faire signe de la main. Il continue d'avancer, son téléphone levé pour enregistrer une vidéo de lui-même. Il réduit peu à peu la distance, jusqu'à se retrouver à environ 4,50 m de l'immense animal. Alors, le bison abaisse complètement la tête et charge. Selon les témoins, le bruit ressemble au tonnerre. Les sabots frappent la terre sèche à un rythme effréné. Dylan dispose peut-être d'une seconde pour comprendre ce qui arrive. Le crâne du bison, propulsé par près d'une tonne de muscles et d'os, le frappe de plein fouet au niveau du torse. L'impact le renverse. Son corps roule sur environ 1 mètre avant de s'immobiliser sur le dos. Des témoins racontent avoir entendu Dylan laisser échapper un souffle de stupeur en touchant le sol. Ensuite, il reste presque immobile. Le bison ne se met pas à le piétiner. Il utilise plutôt sa tête et ses épaules pour le pousser.
Il le soulève légèrement, le déplace, puis le maintient sous le poids de son poitrail. Chaque mouvement exerce une pression de plusieurs centaines de kilogrammes, une force suffisante pour briser les côtes et détruire gravement la cavité thoracique. Les personnes présentes voient Dylan tenter de lutter sous cette masse écrasante. Puis le bison pivote lentement et s'éloigne. Il trotte sur environ 27 mètres jusqu'à une petite hauteur voisine. Là, il s'arrête de nouveau dans une posture rigide et vigilante. Dylan reste recroquevillé dans l'herbe. Sa poitrine est affaissée selon un angle anormal. Du sang s'écoule de son nez et de sa bouche. Ses yeux sont à demi ouverts, mais son regard ne réagit plus. L'un de ses amis expliquera aux enquêteurs qu'après avoir touché le sol, Dylan n'a plus prononcé un mot et n'a effectué aucun mouvement important. Le garde qui courait vers lui atteint la victime moins de 2 minutes après l'attaque. Il demande immédiatement l'intervention des secours médicaux. Il ne tente pas de réanimation. Les dégâts massifs visibles au niveau de la poitrine montrent qu'aucune manœuvre ne pourrait le sauver. Les équipes médicales du parc arrivent 7 minutes après le premier appel. Dylan est déclaré mort sur place. Le premier examen fait apparaître un traumatisme thoracique catastrophique. La cavité thoracique est entièrement compromise. Plusieurs côtes sont fracturées et des fragments d'os sont pénétrés dans les 2 poumons ainsi que dans le cœur. Une hémorragie interne massive a suivi. L'incident est brièvement repris par les médias régionaux. Les responsables de Yellowstone profitent de cette tragédie pour rappeler une nouvelle fois les règles imposant une distance minimale entre les visiteurs et les animaux sauvages. Les 3 amis de Dylan sont interrogés par les agents chargés de l'application des lois dans le parc. Aucune poursuite n'est engagée contre eux, car ils n'ont pas participé physiquement à sa décision d'approcher le bison. Plus tard, la famille de Dylan publie une déclaration demandant aux visiteurs de respecter les règlements des parcs. Pour ses proches, une question douloureuse demeure. Comment un bref instant de bravade a-t-il pu s'achever avec une violence aussi définitive ?